Comme chaque dimanche, le rendez-vous politique sur RCI à midi, c'est-à-dire, je dis bonjour à Ronnie Biral. Bonjour Patrick, bonjour à tous, 12h passées de 5 minutes, c'est l'heure de votre rendez-vous politique du dimanche, c'est-à-dire, avec notre invité, on parlera politique, on essaiera de comprendre les fondements de son mouvement avant de commenter l'actualité. Il fera face tout à l'heure, à l'adversité de deux de nos auditeurs au 96 27 27. C'est-à-dire, c'est politique, c'est sur RCI, c'est avec Ronnie Biral, c'est sûr. Ronald Selbonne, l'un des membres fondateurs de l'ANG Alliance Nationale Guadeloupe, est notre invité du jour. Ronald Selbonne, bonjour. Bonjour Monsieur Biral, bien bonjour tout le monde qui a écouté RCI. Alors Ronald Selbonne, vous êtes un personnage singulier, vous taclez plutôt aisément avec les mots non sans humour parfois, mais on vous juge comme étant un personnage un peu parfois clivant. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas ma langue dans la poche, j'ai une langue et une plume aiguisée, et mon parcours intellectuel comme mon parcours politique peuvent s'inscrire fondamentalement dans la fidélité et dans l'éthique. Et donc, sur ce chemin, bien sûr, ceux qui ne comprennent pas mes idées, ceux qui ne sont pas dans l'éthique, je les ai affrontés avec plaisir, avec jubilation. Alors, l'ANG est un savant dosage de personnes, de personnages, de personnalités. Alors, c'est un peu le Paris Saint-Germain, donc vous qui aimez le football, du nationalisme. Alors, comment, j'imagine, d'ailleurs j'imagine qu'il y a une somme d'intelligence au sein de ce mouvement, mais comment tous ces égos peuvent-ils collaborer de manière, on va dire, fructueuse pour une meilleure Guadeloupe de demain ? Alors, tout d'abord, je vais commencer, avant de répondre à cette question qui concerne l'ANG, d'apporter une précision et de vous donner un scoop. J'ai été désigné tête de liste pour les régionales par l'ANG, mais aujourd'hui, je vous parle comme tête de liste d'un grand convoi, d'un grand rassemblement de forces politiques. Ces forces politiques sont les suivantes: le PCG, l'UPLG, Gibra de Bouillante, Agir en citoyen de Petit-Bourg et l'Alliance pour la Guadeloupe. Et aussi de nombreuses autres personnalités. Donc, bien sûr, je vais répondre à vos questions sur l'ANG, mais aujourd'hui, voilà, je vous fais cadeau d'un scoop. Je suis la tête de liste de ce grand rassemblement de forces progressistes. C'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Alors, pour répondre précisément à votre question sur l'ANG, je crois que nous avons, dès le départ, mis l'accent sur le collectif. Nous ne nous sommes pas structurés avec un président, un secrétaire général. Nous avons 5 porte-paroles. Et tous les travaux de la direction, nous avons une direction qui s'appelle le Boula, qui comporte 25 adhérents. Tous nos travaux se font dans la co-construction, dans la démocratie, mais la plus totale, qui parfois peut être fatigante parce que nous allons au bout et nous voulons, dans nos débats, trouver un consensus. C'est pour cela que nous n'avons pas mis de vote. Les travaux dans nos structures de réflexion qu'on appelle les cadences, il y en a 15, cadence économie, cadence aménagement du territoire, souveraineté alimentaire, se font aussi dans la totale transparence. Nous faisons même appel à des experts extérieurs qui viennent nous donner des informations, des précisions. Et donc, voilà, si nous sommes vraiment dans la co-construction, je crois que jamais, ça fait plus de 30 ans que j'observe la vie politique, en tant que journaliste, en tant qu'aussi capteur politique, je peux vous dire que je n'ai jamais vu une organisation politique en Guadeloupe réunir un tel niveau d'intelligence collective. Et c'est ce qui me donne espoir. Quand je vois ça, ça me permet d'aller fièrement et la tête froide au combat, puisque j'estime que c'est un combat. Nos camarades m'ont confié une tâche militante, je l'assume pleinement. C'est un avantage, mais ça peut également être un inconvénient. Réunir autant d'intelligence, à un moment donné, la guerre des égos ne risque-t-elle pas de prendre le pas justement sur l'objectif initial du mouvement? Bon, je ne suis pas un gars des affaires, même si c'est en Saint-Thibault, Saint-Louis-Margalante, je ne peux pas vous dire. Mais on essaie en tout cas. On essaie, et nous avons la chance d'appartenir à une génération, et le petit noyau initial a pu inscrire dans son ADN l'amour. Nous qu'à babier, mais nous aimons nous. Et nous essayons de transmettre ça aux nouveaux arrivants. Donc, bien sûr, il faudra gérer les égos. Mais les égos, c'est pas un problème. Si, en tant que footballeur, je sais l'équilibre qu'il faut trouver entre la performance individuelle et la performance collective. Messi, pas Messi, si pas Nyongo, équipe de Douai. Donc, bien sûr,
il y a des égos, il y aura des égos. Mais si ces égos sont au service du collectif, ça ne me dérange nullement. Dès le début, on a vu quand même un mouvement bien structuré. En tout cas, on a compris qu'il y avait de la structure derrière. On a également vu beaucoup de marketing autour de ce mouvement. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être qualifié un peu de nationalisme caviar quelque part? Bon, ou t'es pédi ouassou, ça s'appelait guadeloupéen. Ouais, mais caviar, ça a fait plus noble. Non, c'est, bon, on peut que rentrer dans ces débats-là, ça. Je laisse les parleurs parler. Je connais, pour avoir accès aux fichiers de l'ANG, quelle est la composition sociologique de l'ANG. Nous avons de tout. Et vous serez bien surpris de voir que nous ne sommes pas uniquement soit des chefs d'entreprise, soit des gens qui ont réussi leur vie, au sens où certains l'entendent. Nous avons de tout à l'ANG, y compris des chômeurs, y compris, et nous sommes la seule organisation à avoir une commission jeunesse qui réunit des jeunes de moins de 35 ans. Et cette commission est éminemment active. Donc c'est vrai que nous appartenons un peu, peut-être moins, mais les autres à une génération 2.0, et nous sommes actifs sur ce terrain, mais je peux vous assurer que notre travail se fait avec tout le monde, toutes les catégories d'âge, toutes les catégories socio-professionnelles. Sur le terrain, vous êtes comment? Comment vous comptez réussir le maillage du territoire, sachant que vous allez donc aux élections régionales, donc il faut avoir un certain poids dans les communes. Je ne parle pas de mairie, mais je parle des communes. Comment vous comptez justement investir le terrain et aller à la rencontre des futurs votants? Bon, d'abord, nous avons décidé d'une démarche. Quand nous sommes sortis au mois de septembre, octobre 2020, nous avons adopté une démarche. Quelle est cette démarche? Elle consiste à dire que nous devons maîtriser le réel, avoir tous les données. C'est pour cela que nous avons mis en place ces cadences. Aucune action politique ne peut se prévaloir d'une certaine efficacité s'il ne s'appuie pas, d'une réflexion précise de la réalité. Pendant longtemps, y compris le mouvement nationaliste, nous avons été soumis à une sorte de démarche déductive. Nous venions avec les idées et on forçait le réel à rentrer dans ces idées. Or, ce que nous avons apporté, nous avons dit, partons du réel. Même si ce réel peut parfois nous faire mal, nous déranger dans nos analyses, mais c'est pas grave. C'est de ce réel qu'il faut partir. Et c'est tout le travail et c'est toute la méthodologie que nous avons mis en place dans nos cadences. C'est une démarche inductive. Partir de ce réel pour produire les idées. Et pas seulement des idées pour cette élection, mais des idées à long terme. Vous êtes donc dans C'est-à-dire, il est 12h passé de 13 minutes. Ronald Selbonne, porte-parole de l'ANG, tête de liste d'un grand rassemblement nationaliste, et l'invité de ce dimanche. Ronald Selbonne, pourquoi ça fonctionnerait mieux avec l'ANG alors qu'on a connu par le passé également des mouvements nationalistes avec à leur tête des intellectuels? Roland Tesoros, père son âme, récemment disparu, en est un exemple. Pourquoi ça fonctionnerait aujourd'hui avec l'ANG? Je pense que c'est par rapport à ce que je viens de vous dire. Le mouvement nationaliste historique est venu avec des idées, avec des concepts. Je comprends, c'était les concepts à la mode dans les années 60. Et à essayer de forcer le réel à entrer dans ces idées. Nous partons vraiment de notre réel. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en avant cette idée de nationalisme. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé ce rassemblement inédit. Et j'entends beaucoup de commentateurs politiques. Je suis surpris qu'ils n'aient pas mis l'accent sur ce caractère inédit. C'est la première fois dans l'histoire de la Guadeloupe qu'on retrouve dans la même organisation des autonomistes, des indépendantistes et des moun qui païens, qui simplement invitent que Guadeloupéens mettent en casaillot. Son bitin inédit, ça pour bien fait. Donc, nous avons changé notre logiciel, nous avons changé nos outils conceptuels. Et donc, nous proposons cette démarche nouvelle. Et si vous jetez un œil sur notre charte, vous verrez que, y compris dans notre charte, il y a certains éléments qui sont nouveaux. Alors, l'ANG est nationaliste ou autonomiste? Ou les deux? Alors, pour le coup, je vais vous dire, très simplement, ce mot de nationalisme est un mot qu'on a un peu pornographisé. Et ça nous vient d'une certaine tradition européenne, parce que les Européens
ont produit 2 guerres industrielles sur leur sol au XXe siècle. Donc, ils ont rejeté, c'est leur nationalisme. Mais j'aime toujours prendre cet exemple. Quand Césaire dit nègre et que Jean-Marie Le Pen dit nègre, ce n'est pas le même nègre et pourtant c'est le même mot. Donc nous, quand nous parlons du mot nationalisme, notre nationalisme n'est pas une haine de l'autre. Au contraire, nous disons tout simplement à l'autre, nous voulons être ton égal. Nous voulons participer au grand banquet universel du donner et du recevoir. Nous venons avec notre singularité historique qui s'est construite dans la douleur. Notre nationalisme ne rejette pas l'autre. Notre nationalisme n'établit pas de hiérarchie entre les hommes, entre les ethnies. Notre nationalisme est fondamentalement amour de nous-mêmes, amour de cette terre de Guadeloupe. Et nous la proposons parce que nous pensons que c'est la plus petite unité géopolitique et historique de sens. C'est ce qu'on peut avoir comme dénominateur commun qui peut réunir tous ces Guadeloupéens, toutes ces Guadeloupéennes de bonne volonté. Et donc, voilà, c'est pour cela que nous le mettons en avant, parce que notre analyse nous pousse à dire, et tout le monde sera d'accord avec nous, que nous sommes devant une urgence existentielle. Notre peuple guadeloupéen, constitué, avec ses caractéristiques propres, risque de disparaître physiquement. Nous avons l'exemple de Saint-Martin, nous avons le processus de caldochisation qui s'est déroulé en Kanaki. Nous voyons les ghettos ethniques se développer un peu partout. Et Marie-Galante en est un bon exemple. Donc nous avons cette urgence existentielle qui nous guette. Mais nous pouvons aussi disparaître par dilution morale. Quand on voit la quantité de voix que le Front National fait, quand on voit que certains politiques condamnés pour délinquance sexuelle sont portés au pouvoir. Mais ça nous fait mal. C'est un risque aussi de dilution, de disparition morale. Donc, face à tout cela, nous proposons notre énergie. Nous sommes de la génération qui allons faire en sorte que la Guadeloupe franchisse un pas qualitatif dans ses rapports avec la France. Alors le mot nationaliste, je vais l'enlever du débat. Vous êtes avant tout, et depuis longtemps d'ailleurs, un militant patriote, un fervent défenseur de la cause guadeloupéenne et de la Guadeloupe. Quel constat faites-vous de la Guadeloupe d'aujourd'hui? Comme je vous l'ai dit, nous sommes dans une situation de faillite politique, de faillite morale, et j'ajouterais aussi de faillite intellectuelle. Et donc, nous devons proposer un chemin politique et sortir de ce que j'appelle le syndrome du chatou. Aujourd'hui, les hommes politiques qui sont en place se comportent comme des chatous. Ça dit les peuples en qui direction nous caille, ils ont montré tout bois, donc nous pas savent. Et leur parcours même n'est pas fait de rectitude. Donc, il faut sortir de cette position de chatou et montrer direct et montrer clairement, distinctement, sans mensonge, en vérité, à notre peuple un chemin. Et c'est le peuple qui va décider. Nous avons dit clairement dans notre charte qu'aucun pas possible, institutionnel, statutaire, ne peut se faire sans une sanction démocratique. Donc nous sommes à l'aise avec ça. Nous avons proposé l'idée à nous, c'est Guadeloupéens qui dit si oui ou pas, moi pas, ça peut quelle qu'elle soit décision et au point, c'est yo, ok? Le peuple n'a peut-être pas toujours raison, mais le peuple a toujours le dernier mot. Donc nous nous soumettons avec humilité à ce verdict démocratique. Et donc, pour revenir proprement à votre question, la Guadeloupe que je vois, depuis 20 ans, j'enseigne, je forme mes élèves à l'excellence, j'exige de l'excellence. Et ce que je vois en responsabilité, pour la plupart, ne donne pas cette image de l'excellence. Nous avons les moyens de l'excellence. Quand vous voyez toutes les initiatives qui ont été produites pendant le confinement, autour du manger local, autour des circuits courts. Quand vous voyez le nombre d'entreprises, la Guadeloupe est le pays le territoire français qui produit le plus de création d'entreprises, mais peut-être aussi le plus de faillites. Donc ça prouve qu'il y a un problème au niveau de l'écosystème économique. Donc, quand je vois tout ça, quand je vois cette excellence guadeloupéenne, je me dis que nous pouvons. Et qu'est-ce qui manque? C'est la direction politique. Et nous sommes dans un monde où nous devons penser complexe. Les politiques qui se contentent d'être des distributeurs automatiques de billets ou des paraffeurs parce que leurs services ont pensé, ont réfléchi, nous n'en voulons plus.
parce que le monde est devenu, encore une fois, complexe. Il faut tenir compte pas simplement de notre relation avec la France, mais de notre relation avec la Caraïbe, de voir comment émergent ici ou là, en Afrique, en Inde, dans l'Amérique du Sud, des pays qui vont concurrencer les anciennes puissances occidentales. Il faut tenir compte de tout ça pour pouvoir proposer un chemin. Alors, comment expliquer que ce discours-là, ce discours que j'entends là, a du mal à percer on dira l'inconscient collectif guadeloupéen? Ah ben déjà parce que, comme je vous l'ai dit, notre discours est inédit. Notre discours est inédit pour notre famille politique. Mais il faut bien comprendre aussi que c'est Mao Tse-tung, permettez-moi cette expression, qui disait que les peuples sont comme les poissons, ils pourrissent d'abord par la tête. Et nous avons affaire, encore une fois, je mets tout le monde dedans, je mets tout le monde, y compris moi, à une élite guadeloupéenne, qu'elle soit politique, intellectuelle, syndicale, tout, nous avons tous failli. Nous avons tous failli parce que nous utilisons pour des raisons ou d'autres des outils inadaptés de réflexion, ou alors nous sommes toujours les yeux rivés sur des échéances électorales et nous n'avons pas le courage de proposer à notre peuple un chemin clair et précis. L'ANG donc se lance en campagne, vous l'avez dit, avec quelques autres organisations politiques, le PCG, vous avez parlé de l'UPLG, Agir, ainsi qu'Alliance pour Guadeloupe. Mais vous y allez avec quelle bannière du coup? Est-ce la bannière autonomiste que vous allez mettre en avant? C'est peut-être un peu plus marketing, un peu plus vendeur, ou est-ce la bannière clairement indépendantiste? Non, mais déjà, je ne peux pas aller avec la bannière indépendantiste, puisque l'ANG, même seule, n'est pas une organisation indépendantiste. Puisque je vous ai dit, en son sein, cohabitent autonomistes, indépendantistes et des gens qui n'ont pas encore réfléchi à la question, mais qui veulent simplement que nous mettent la case en nous. Donc, ça c'est réglé. Non. Nous sommes dans une élection régionale. Nous irons sous le nom d'un grand rassemblement populaire pour Guadeloupe Debout. Et nous allons proposer un programme régional précis. Mais, cela étant, notre engagement pour ces élections régionales s'inscrivent dans une triple dimension. D'abord, une première dimension qui, à mon avis, relève de ce que je pourrais appeler du symbolique, de l'éthique et de la verticalité. C'est-à-dire, il faut redonner une verticalité à ce pays. Et par l'exemple des dirigeants, donner de la fierté. Et n'attendez pas sur moi, je le dis tout de suite, si je suis porté à la tête de la région, n'attendez pas sur moi pour aller à l'aéroport, recevoir le moindre sous-ministre qui est de passage en Guadeloupe. Je serai à mon bureau, à la région, parce que moi, ce que j'invite les Guadeloupéens à faire, c'est à s'éplairer en nous travail. Et donc, je ne vais pas être la petite doudou dans des réceptions à Craboudin. Je vais être à mon bureau pour travailler. Donc, il faut que les hommes politiques, ceux qui dirigent ce pays, donnent l'exemple, donnent à notre jeunesse l'exemple de la verticalité, l'exemple de la fierté. Et mon parcours est là, est limpide, est linéaire. Je ne dirais pas de même pour celle de mes adversaires. Alors, donc, je vous laisse terminer. Première dimension, cette dimension symbolique. Deuxième dimension, que je dirais un peu de politique, de politique pure. Nous n'allons pas à la région simplement pour gérer les institutions régionales. Nous allons fondamentalement pour poser la première pierre de l'émancipation du peuple guadeloupéen. C'est-à-dire, nous allons demander clairement aux Guadeloupéens de nous donner mandat pour changer de manière qualitative nos rapports institutionnels avec la France. Nous ne voulons pas aller gérer la loi 3D, aller gérer une sorte de décentralisation qui déverse des compétences sans donner les moyens financiers et économiques de gérer ces compétences. Nous ne voulons pas d'une responsabilité light, nous voulons d'une responsabilité politique. Et la troisième dimension, et elle est fondamentale, c'est une dimension que certains pourraient qualifier de dimension anthropologique. C'est le long terme. Nous voulons changer profondément notre société. Et donc, nous voulons aller vers ce qu'on pourrait appeler une société de la parole. Alors, je sais bien sûr, nous sommes dans
la représentativité, avec la démocratie représentative qui produit un rapport aux hommes très vertical. Mais nous voulons vraiment mettre au cœur de notre projet politique l'horizontalité. Horizontalité pour permettre que le citoyen ait son mot à dire au niveau communal, au niveau de la Guadeloupe. Impliquer le citoyen dans toutes les décisions. Donc c'est cette démarche-là que nous voulons faire, transformer la Guadeloupe en une société de parole. Au lieu de nous haïr nous, au lieu de nous crier si nous, au lieu de nous girer nous, en nous parler. Et quand on donne au peuple le pouvoir de cette parole, le peuple comprend les décisions et le peuple peut pousser les élus. Voilà notre démarche. Vous n'allez pas être, assurément, un président de région, un bureaucrate, puisque bon, vous me dites que vous allez rester à votre bureau. En attendant, vous n'allez pas recevoir de sous-ministre. Mais qu'est-ce qui pose problème dans le fait d'aller recevoir un ministre? Dites-moi. Non, mais bon, franchement, je vous dis, c'est d'un point de vue, alors pas bureaucrate. Je serai au contact de mon peuple. Mais je trouve, et ces derniers temps, et vous le savez peut-être mieux que moi, puisque vous avez suivi l'actualité. Ça s'est pas forcément passé à l'aéroport. Ça, oui, mais... Ce dont vous faites allusion... Pas seulement, mais aussi on a vu l'image à l'aéroport. Mais là, on a vu Nagaza, ou pas y rester devant Potin. Oui, c'est vrai, oui. Ou pas rester 6 ans. C'est vrai. Mais il y a, dans cette image, quelque chose qui relève d'un certain paternalisme. Et franchement, je crois que nous devons donner à notre peuple fierté, lui redonner la fierté de lui-même. Et donc, je vous dis que j'attendrai tous les visiteurs à mon bureau, mais les Guadeloupéens, bien sûr, je continue ma vie de Guadeloupéen avec eux. Alors, la semaine dernière, ici même, le président de région, Henri Chalus, avait déclaré être pour l'autonomie. L'ANG se retrouverait sur la même ligne un peu que le PCR aujourd'hui, que la majorité sortante? Alors, j'ai presque Ou est-ce que ça fait mode? J'ai presque envie de vous dire que nous avons déjà gagné ces élections. Puisque le président de région se déclare autonomiste, Madame Bourrel, l'incertain, propose une liste, un rassemblement pays Guadeloupe, Gismac en Guadeloupe. Les gens se découvrent, se découvrent autonomistes, découvrent qu'il y a un pays Guadeloupe qui est différent. Oui, quelque part, le discours fonctionne. Et donc, oui, donc ça veut dire, avant même l'élection-là, un pays nous a gagné. On a gagné la bataille idéologique. Tant mieux. Vous savez, le changement que nous voulons pour la Guadeloupe ne se fera pas avec une seule organisation, ni avec d'autres organisations. Donc je me réjouis que des Guadeloupéens se réveillent brutalement du cauchemar colonial. Tant mieux pour eux. Alors, allez, un peu de fiction. Vous l'avez déjà gagné sur le plan idéologique. Maintenant, sur le plan pratique, vous êtes au 2e tour, vous êtes au second tour de ces régionales. Que faites-vous? Si nous sommes au second tour? Oui. Non, mais si nous serons au second tour, et donc dans ce cas de figure, nous allons gagner. Oui, mais vous allez tendre la main à qui? Vous aurez besoin de personnes. Alors, vous venez de me dire, vous n'allez pas le faire seul. Donc mais il s'agit d'élections. Il s'agit d'une élection régionale. Je vous parle pour le changement futur, mais pour ces élections régionales. Mais pour les élections aussi, il faudra du monde pour gagner. D'ailleurs, en politique, on ne divise pas, on additionne. Donc, oui, je veux dire, tout à fait. Si vous n'avez pas Je vais vous répondre clairement. Nous avons dit deux choses, que si nous ne sommes pas présents au 2e tour, nous ne ferons nous n'appellerons à aucun report de voix pour une liste qui ne se déclarerait pas officiellement nationaliste. Ça c'est la première chose. Deuxième chose. Donc nationaliste, pas autonomiste. Nationaliste, oui. Donc Charles pas parce qu'il dit autonomiste, il pas nationaliste. Vous avez clairement compris. Deuxièmement, nous avons dit dès le départ que nous ne voulons pas, ni au 1er tour, ni au second tour, nous retrouver dans une liste Soupa Congo, où là, au Pakaret, qu'on est kaki qui a cochon, kaki morceau fouillapin, kaki giromo. Donc, si nous sommes au 2e tour, nous allons maintenir la même liste que celle du 1er tour. Très bien, Ronald Selbonne, notre invité donc de ce dimanche 25 avril 2021, invité de C'est-à-dire, et il sera à la tête de liste du grand rassemblement grand rassemblement national, mais non, pas grand rassemblement nationaliste. Surtout pas. Donc pour ces élections régionales, donc des forces, on dira nationalistes avec le PCG. Nous allons dans quelques instants partir au téléphone. C'est-à-dire, question des auditeurs.
À 12h, passé de bientôt 30 minutes, le premier auditeur au téléphone s'appelle Eric. Bonjour Eric. Bonjour. Votre question pour Ronald Selbonne. Oui, non, je voudrais qu'il m'aide quand même parce que je n'arrive pas à suivre... Votre question pour Ronald Selbonne, Eric. Je voudrais qu'il m'aide parce que je trouve qu'il a beaucoup d'ambiguïté. Se présenter pour nationaliste et aller aux élections régionales. Est-ce qu'il ne se trompe pas d'élections? Surtout, les régions sont sous couvert des lois organiques françaises et aussi qu'il parle de changer la donne. Et j'ai jamais entendu aucune proposition de développement économique, création, des trucs de ce genre. Alors, je voudrais qu'il mette sur ce point-là. Je vais le laisser répondre. J'en ai entendu, mais je vais le laisser répondre. Bon, alors, si votre auditeur est bien guadeloupéen, il aura remarqué que les Guadeloupéens, jusqu'ici, ne se sont pas prononcés ni pour l'indépendance, ni pour l'autonomie. Enfin, sauf si pendant la nuit, ça s'est fait. Donc, nous devons, encore une fois, encore répéter tranquillement, nous n'avons pas d'idée réelle en nous. La Guadeloupéen, yo ça yo yé jod là. OK? Donc, ça nous a proposé, c'est un chemin politique. On peut pas reprocher nous derrière dans l'élection et de mettre voix en nous, proposition en nous, c'est table là. Guadeloupéen qui fait ça, yo vle. Guadeloupéen qui fait ça, yo vle. Et il ne faut pas qu'on fasse l'erreur de penser que ce que nous proposons, l'émancipation, c'est pas une rupture pour le moment. C'est pas une rupture totale, brutale avec la France. C'est quelque chose qui se fera de manière progressive, de manière démocratique. Donc, si ça se fait de manière démocratique, il faut bien qu'on se présente et qu'on dise aux Guadeloupéens de nous rejoindre. Deuxième question, deuxième appel. Il s'agit de Gérard. Bonjour Gérard. Bonjour Ronnie, bonjour à Monsieur Selbonne. J'écoute avec attention votre discours depuis tout à l'heure, mais je suis un petit peu embêté par un sujet. L'autonomie dont on parle, on la finance comment au final? Comment on finance cette autonomie demain? Merci. Merci à vous, Gérard. La réponse de Ronald Selbonne. Non. Alors, je vais dire à vos auditeurs, je vais dire aux journalistes, je vais dire à tous ceux qui peut-être sont sur les réseaux sociaux que nous avons le calendrier de notre parole. Et donc, nous continuons à travailler dans les commissions. Le moment venu, on va présenter notre programme régional et il y aura des éléments précis. Mais je vais quand même répondre. Vous serez surpris de voir la qualité des réflexions au niveau de notre cadence finance, qui propose pour le financement de cette responsabilité guadeloupéenne des pistes qui n'ont jamais été explorées. Et je ne vais pas dévoiler ici ce travail, mais nous avons l'intention d'aller chercher les financements partout. Je remarquerai au passage qu'on ne demande pas à Saint-Martin, qu'on ne demande pas à la Guyane, qu'on ne demande pas à la Martinique, qu'on ne demande pas à Saint-Barthélemy. Au là, il faut prendre l'argent là. Or, yo jani, c'est bien piste autonomie qui nous, donc yo ça gérer bité à yo. Mais il y a des pistes encore nouvelles à explorer. Par exemple, lever des taxes sur les transferts de fonds. Nous savons, il y a beaucoup de transferts de fonds qui se font entre la Guadeloupe et les autres pays de la Caraïbe. Ça, c'est une première idée. Deuxièmement, nous devons aller, et ça commence dès cette élection régionale, aller vers une sobriété financière et administrative. Il y a trop de strates administratives dans ce pays. Et nous pouvons faire ce changement déjà dans ce statut. Il existe par exemple un syndicat des sites et des plages qui a des voitures de fonction, qui envoyait, écoutez ce que je vous dis, qui envoyait des délégations au Congrès des maires. Vous pensez pas que si on commence à rendre efficace notre administration, notre structure administrative, on ne peut pas gagner de l'argent. J'ai parlé de sobriété financière. Nous vivons au-dessus de nos moyens. Nous gérons ce pays comme si nous étions un pays riche. Donc, il faut donner l'exemple. Et y compris dans la gestion. La multiplication, alors, ça peut paraître anecdotique, mais c'est pour vous donner
l'idée, l'état d'âme dans lequel on y va. La multiplication de tous ces services, la multiplication des voitures de fonction, tout ça, faut nous arrêter à ça. Avec ça, faut nous apprendre à vivre avec ça, nous ni. Alors, Ronald Selbonne, à l'écoute des deux questions des auditeurs de tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas, dans votre cadence communication, par exemple, une réflexion à mener sur justement l'appréhension de ces mots-là? On a le sentiment quand même que les Guadeloupéens restent encore assez craintifs par rapport au mot nationalisme, indépendantiste, indépendance et autonomiste. Mais bien sûr. Vous savez, nous avons été victimes d'un processus historique long qui s'appelle pas simplement la colonisation, parce que nous sommes issus d'une colonisation particulière qui s'appelle l'assimilation. Alors, si les penseurs politiques, si les intellectuels ont souvent utilisé ce terme d'assimilation, mais il n'en demeure pas vrai quand on regarde l'histoire du mouvement patriotique, que cette assimilation a été mal jugée. Parce que, quant au fond, cette assimilation a produit un Guadeloupéen qui est à la fois un colonisé et qui, en même temps, porte en lui la colonisation et le colonisateur. Donc, il faut faire en sorte de décortiquer, de détricoter maille par maille cette assimilation. Et c'est cette assimilation qui explique toutes les dérives, toutes les feintes de corps que nous faisons avec nous-mêmes dans ce pays, qui explique le fait que nous nous comportons comme des locataires dans ce pays qui est pourtant nôtre. Et donc, face à cette assimilation, des discours de pure idéologie ne peuvent pas prendre prise. Donc, encore une fois, partons du réel, partons de la complexité et avançons petit à petit sur le chemin de l'émancipation. Oui, il y a un travail de détricotage presque anthropologique à faire. C'est-à-dire, face à l'actu. Il est déjà 12h passées de 37 minutes dans C'est-à-dire. Notre invité du jour, Ronald Selbonne Maquet, on dit donc de l'ANG, l'Alliance Nationale Guadeloupe. Il a annoncé tout à l'heure en préambule qu'il était la tête de liste pour donc d'un rassemblement de forces autonomistes donc pour les prochaines élections régionales. Vous l'avez compris, nous allons maintenant passer aux questions d'actualité avec notre invité et je rappelle que cette émission, vous pouvez également la suivre sur notre page Facebook RCI Guadeloupe. Alors Ronald Selbonne, l'actualité, c'est le nouveau confinement de la Guadeloupe durant 3 semaines à compter de mardi. Comment vous jugez cette décision? Bon, je la juge, certes, en tant que responsable politique, mais en tant que Guadeloupéen qui a besoin de se déplacer, qui a besoin d'aller travailler. Toutes ces décisions, encore une fois, sont prises par des non-Guadeloupéens et sont prises parfois au mépris de nos responsables politiques. Et sont pris en dehors de toute explication vraie. Si vous le permettez, Ronald Selbonne, mais selon nos informations, les maires de Guadeloupe ont voté quand même à l'unanimité. Ils sont Guadeloupéens, ces maires-là. Voter? Vous êtes sûr qu'il y a eu un vote? Je vous dis, selon nos informations, les maires de Guadeloupe auraient voté à l'unanimité le matin, donc le confinement de la Guadeloupe pendant 3 semaines, total même. D'accord. Alors, depuis le début de cette épidémie qui a frappé, pas la Guadeloupe, qui a frappé le monde, nous sommes allés par tâtonnement. Et vous ne pouvez pas faire qu'un peuple vous suive sur les masques, sur la vaccination, si vous ne l'écoutez pas, si vous ne pratiquez pas sa culture, et si vous ne lui donnez pas les moyens d'explication pour chaque étape. Il y a eu dans cette affaire-là quelque chose qui relève de l'ordre de l'imposition, et c'est pour cela qu'on a autant de résistance. Résistance renforcée d'ailleurs parce que la parole politique, la parole des responsables a été depuis de nombreuses années dévalorisée. Donc c'est le résultat de tout cela qui explique cette méfiance. Oui, il faut qu'on prenne des décisions. Oui, il faut mettre en place des gestes barrières. Et nous, au niveau de l'ANG, nous avions proposé très tôt un protocole. Seulement 2 élus que nous avons envoyés à tous les élus de la Guadeloupe. Seulement 2 élus nous ont répondu. Et le protocole consistait à vraiment mettre un filtre sérieux au niveau de nos frontières et à faire en sorte qu'il y ait véritablement des quarantaines efficaces
et avec aussi, comme ça se fait, et nous n'inventons rien, les pays de la Caraïbe ont réussi à gérer mieux que nous cette histoire de Covid parce qu'ils ont le contrôle de leurs frontières. Et ça, si les Guadeloupéens voulaient avoir un argument de plus pour expliquer, pour justifier le choix que nous faisons de l'émancipation de la responsabilité, voilà nous devons contrôler nos frontières. Plus généralement sur la crise, la gestion de cette crise sanitaire en Guadeloupe, qu'est-ce que Ronald Selbonne et l'ANG auraient changé, en plus de justement vous parlez de protéger, de mieux protéger les frontières, mais qu'est-ce que vous auriez apporté de plus? Donner un véritable pouvoir aux élus de proximité dans cette affaire. Là, nous avons des décisions qui sortent de la préfecture et de l'ARS avec parfois un discours. Je vous avoue que quand je suis devant ma télé ou j'écoute à la radio les interventions du préfet, qui de Madame Denux, je suis passablement énervé par le contenu par la forme de leur discours qui relève d'un pur paternalisme. Et je regrette qu'aucun élu ne se lève, ne se mette debout pour dire ok, pas comme ça, faut pas les bas papayo. Ok, donc ça c'est une première chose. Si j'étais en responsabilité, vous m'aurez entendu. Et en pédio, quand t'es qui a devant qui de nux, qui préfère là pour dire pas parler comme ça, Guadeloupéen. Ça c'est une. Donc donner plus de pouvoir dans cette affaire sanitaire aux élus. C'est ce qu'on appelle tout simplement la territorialisation de la gestion sanitaire. Parce que ce sont les élus de proximité, les maires qui sont au plus proche de leur population et qui peuvent expliquer, qui peuvent mettre en place. Donc, encore une fois, ne pas venir avec des idées qui ont été pensées à Paris et qu'on nous impose. À Paris, on a décidé qu'il faut porter le masque toute la journée. Bon, ça c'est problème ailleurs. Il y a des grands centres urbains, des mégalopoles. Je peux comprendre, mais moi, quand je marche, quand je marche au bord de mon lycée, pourquoi j'ai besoin de masque? Pourquoi j'ai besoin de masque alors qu'il y a dans mon entourage, il y a même à 50 mètres de moi, il y a personne avec la chaleur. Donc vraiment, encore une fois, c'est penser par nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Les meilleurs spécialistes de la chose guadeloupéenne, ce sont les Guadeloupéens, y compris dans cette histoire sanitaire. Nous avons des scientifiques guadeloupéens, nous avons des médecins guadeloupéens. Pourquoi ne pas mettre en place un conseil scientifique guadeloupéen et qui aide à la décision politique au lieu d'appliquer, des décisions prises ailleurs avec un conseil scientifique qui se trouve ailleurs. Donc, dans le prolongement de ma question, le port du masque pour les tout petits, vous êtes archi contre. Alors, je vais vous dire quelque chose. Et là encore, il faudra vous habituer à cela. Quand je dis vous, pas vous personnellement, M. Biral, vous journalistes, vous ceux qui m'écoutez, je ne suis pas venu pour utiliser une langue de bois, pour faire comme tous les politiciens, pour répondre sur tout, quand je n'ai pas la réponse et quand je n'ai pas réfléchi à la question. Donc, à certaines questions, attendez-vous à ce que je vous dise, je ne sais pas, je n'ai pas encore réfléchi. Sur cette histoire mais je vais répondre quand même. Non, mais vous avez le droit, bien sûr. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Oui, non, mais sur cette histoire de masques chez les plus jeunes, là encore, est-ce qu'on a fait une étude avec le personnel de l'éducation nationale qui sont en contact des élèves, qui peuvent voir ce que les enfants supportent? Est-ce qu'on a fait une vraie enquête au niveau des parents? Encore une fois, on vient imposer une démarche. Et tant que nous serons dans cette logique d'imposition de loi, d'imposition de règlement, quel que soit le domaine considéré économique, sanitaire, il y aura toujours des réticences. Donc, encore une fois, cette civilisation de la parole que nous appelons de nos voeux, il faut déjà la mettre en action. Alors, Ronald Selbonne, une crise paralyse les collectivités locales depuis maintenant, on va dire un peu moins de 2 mois. La grève a commencé, si mes souvenirs sont bons, le 2 mars dernier. Cette situation est la résultante de quoi, selon vous? Elle est multifactorielle. Les collectivités ont embauché à tour de bois, parfois pour des raisons... Vous, président de région, vous pouvez pas pour faire? Alors, bon, souvent, en communiquant des deux, moi, là, il était pas dit ça, il dit là, il dit même,
On parlait tout à l'heure là des sobriétés administratives et financières. Donc, faut moins commencer par l'exemple. En Pékéba, pour moun, enfin, bien sûr, sous briser, sous nous besoin, faut pas moun la travailler là, mais par exemple, là, on va voir ça qui fait. On va prendre un petit exemple dans la dernière mandature là, où il a créé un poste, que nous peut juste qualifier ça d'emploi fictif, pour un moun au Canada. Juste parce que moun là t'a appelé à voter au deuxième tour pour président de région là, et moun là ça, le pire, donc c'est un problème de gestion, son problème politique, mais c'est aussi un problème moral parce que moun là ça, et équipe régionale là savent ça très bien, moun là ça non a été nommé à don affaire de corruption à Saint-Louis-Marie-Galante en temps à Coronado. Donc ce genre d'habitant là ça, qui a fait avec l'argent public, moi, en piqué fait ça. S'ouvre, nous équipons nous, créer un emploi, c'est parce que nous brisons, nous piqué bas, pons amis, et en Jacques a dit amis à moi ça, amis qui a coûté moins exorbitant, et pas de téléphone à moi. Ok, si c'est pour ça qu'on a crié moi, pas la peine. Il faut vraiment qu'on. C'est comme ça qu'on acheter voix. C'est comme ça qu'on acheter voix. Ben, ça c'est yo. Mais si vous voulez gagner l'élection. Bon, non, là, pas bon, mon mauvais conseil. Non, pas bon conseil, on va poser une question. Non, mais moi, pas dans ces bidins là, ça, bon, disons bidin. Moun qui connaissent moins bien, savent qui rapport à moi avec l'éthique, qui rapport à moi avec la morale. Ok? Donc, ou dit à d'un portrait là, quand son personnage clivant, mais c'est parce que justement, enferme sur certaines positions. Donc, ça fait acheter moun. Ça fait acheter voix, moins en pas à dans ça. Et là, on dit en pas dans ça. Parce que tout cas dit pas dans ça, mais il a fait moins en pas dans ça. Et on y exemple, que j'ai quand même dans des élections, en tes conseillers municipaux de 2014 à 2017 à Saint-Louis-de-Marie-Galante, en baillant coup de main là à François Navis en dernière élection là, tout le monde peut dire que moi pas rentrer dans pont magie, on pas rentrer dans pont magouille, en pas ni combine avec pont moun. Donc ça clair que Akadi sobriété administrative et sobriété financière. On vit au-dessus de nos moyens. Donc faut ça clair, donc nous prenons toute décision qui n'est pour faire des économies. Pour répondre précisément à votre question. Vous disiez que c'était multifactoriel. Multifactoriel. C'est vrai aussi, il faut le reconnaître, que les mairies ont joué le rôle d'amortisseur social. Quand, en particulier, je le vois à Marie-Galante, quand l'industrie sucrière a connu un grand coup, voilà, il fallait pas mon travail, c'est la mairie là qui fait. Donc, nous sommes en situation. Qui j'aime pour sortir de cette situation-là, ça? Là encore revient à d'ambita parole là. Il faut vraiment que syndicats, hommes politiques, tous les acteurs se mettent autour d'une table et produisent un nouveau contrat social. De qui moyens nous à disposer? Qu'à nous voulons, nous salariés, et qu'à nous payer. Qu'à nous payer. Et vraiment, réponse à la question là, ça, faut pas y faire dans un contexte électoral, pour un jeu politicien. Faut vraiment poser les éléments sur la table des données factuelles. Mi ça nous peut faire, mi ça nous commandé, mi ça nous peut faire, et mi ça nous peut faire parce que nous avons décidé ensemble à y aller en direction. Alors, une proposition que nous mettons sur la table, parce que souvent dans les petites communes, je vois c'est le cas de Saint-Louis, l'administration communale est défaillante parce que la commune n'a pas les possibilités de prendre des cadres de catégorie A qui peuvent mettre de l'ordre dans les finances. Ben nous allons proposer dès notre arrivée à la région, avec l'aide des EPCI, de mettre en place une sorte de bureau de soutien administratif pour les communes, pour essayer de régler tous ces problèmes, pour essayer de faire en sorte que les communes aient une administration forte. Parce que on va s'en sortir ensemble. À pas la Pointe qui gagne, à pas Bastet qui gagne, si Marie-Galante désire des ne pas gagner. C'est tous ensemble. Donc voilà une proposition concrète. Un bureau d'aide administrative. Il y a suffisamment d'administratifs à la région, au département et dans les EPCI pour pouvoir permettre qu'il y ait cette aide effective aux communes. Mais la pression syndicale en Guadeloupe, comment vous la jugez? Vous parliez tout à l'heure vous avez parlé des syndicats tout à l'heure, il y a quelques temps. Comment vous jugez justement cette pression syndicale qui existe aujourd'hui en Guadeloupe? On dira même pas pression syndicale, mais ce rapport de force entre le syndicalisme et le patronat en Guadeloupe. Il est particulier quand même.
Oui, très particulier, mais vous savez, bon... Ça résulte certainement de l'histoire également. Ça résulte d'une histoire. Nous continuons dans le champ social les rapports de force de l'habitation. Quand on pense la société guadeloupéenne d'aujourd'hui, il faut toujours l'inscrire dans le temps long, voir quels ont été les rapports de force, quelles ont été les évolutions, et ainsi on peut se projeter. Il y a, chacun est dans son rôle, le patronat est dans son rôle, les syndicats sont dans leur rôle, mais il y a eu dans cette tradition guadeloupéenne syndicale qui a toujours été de tradition forte, qui a toujours revendiqué avec force. Je ne vais pas vous émailler ici les nombreuses grèves avec morts et blessés. Mais et donc il faut qu'on sorte une bonne fois pour toutes de l'habitation, une bonne fois pour toutes de l'habitation et on voit toutes ces positions. Et là c'est seulement par la parole et par le projet. Parce que si salariés et entrepreneurs ont le même projet, ont le projet guadeloupéen, s'inscrivent tous les deux dans un projet d'émancipation, où il faut donner effectivement leurs droits, leurs pleins droits aux salariés. Moi, fondamentalement, et toute vie en moins engagée, depuis en t'es étudiant, en t'es engagé en syndicat, Donc, toute vie en moins, c'est ça aussi. Moi, en compte profitation, en compte exploitation. Mais en cas de Dijon Bitin aussi, c'est que Peuple Guadeloupe, Nation Guadeloupe, il n'a pas fait rien qui avait travaillé. Il fait aussi avec chef d'entreprise, il fait avec responsable politique. Et faut nous trouver ensemble, en récadie ensemble. Et son invitation à café yo toutes. Ensemble, faut nous trouver consensus là. Faut nous trouver qui gens nous ka mettre tête en nous, en bas même bitin là. Si nous toutes nous ka dit nous aimer pays là ça, nous peut trouver un gens pour nous vivre. Nous peut trouver, faut nous arrêter encore une fois, insulter nous, gérer nous, ni a priori, y'en par rapport à l'autre. Ah, pas parce que si la syndicaliste, si là, en passant, ils sont patrons, que si là sont bon Dieu, l'autre là sont diable. Il faut sortir de la simplification sociale. Il faut sortir de la simplification de la pensée et aller vers cette parole sociale. Cette parole sociale qui ne peut se faire qu'autour d'un projet politique. Quel est ce projet politique? C'est le projet de l'émancipation, c'est le projet de la responsabilité guadeloupéenne. On ne peut sortir de cette affaire que par le haut. Je vais apporter un peu d'eau à votre moulin et au propre comme au figuré. D'ailleurs, on va parler de la gestion de l'eau en Guadeloupe, une gestion qui, a priori, au 1er septembre 2021, sera confiée à une structure unique, mais une solution pilotée depuis Paris. Oui, les élites ont encore failli. Alors, encore dans cette affaire-là, comme on pourrait aussi, je suppose, vous allez m'interroger peut-être tout à l'heure sur l'usine de Marie-Galante. Encore une fois, les problèmes sont mal posés. On est parti sur une idée simple et même, je dirais, simplificatrice, qu'il faut un syndicat unique. La question n'est pas là. La question est de savoir comment donner de l'eau potable, pas chère, à l'ensemble des Guadeloupéens. Et en fonction de cette question, mettons sur la table toutes les solutions. S'il faut un syndicat unique, pourquoi pas? Mais s'il faut 32 syndicats de chaque commune, si c'est ça qui règle le problème, pourquoi nous sommes allés directement dans cette solution? Pourquoi il n'y a pas eu juste cette grande concertation avec tous les Guadeloupéens? Les élus savent en période électorale aller à l'encontre de leur peuple. Pourquoi sous cette grande question, on n'essaie pas d'impliquer le plus grand nombre? Parce que yo pas savent tout bitin, yo pas spécialiste à tout bitin. Donc, en nous mettez-nous à l'entour de table et en nous posez-nous les bonnes questions. Parce que le problème, c'est que quand on se pose les mauvaises questions, on va souvent vers de mauvaises solutions. Donc, faire d'un préalable cette histoire de syndicat unique, je vous ai dit que c'est pas poser les problèmes de manière correcte. Le problème, c'est de donner de l'eau potable aux Guadeloupéens, quelle que soit la solution technique qu'on met en place. Et deuxième chose, il faut absolument que dans cette nouvelle structure, les politiques soient mis à l'écart. Parce que on a vu ce que ça a donné. Les fêtes de l'eau qui se transforment en fêtes du champagne, ça, faut pas s'arriver encore. Il est 12h passées de 54 minutes. Nous sommes à 5 minutes, en tout cas, oui, du terme de cette émission. Nous arrêtons à 59. Ronald Selbonne, une dernière question d'actualité pour vous. Elle concerne Marie-Galante. Et oui, il fallait bien évidemment que je vous la pose.
cette solution qu'on a trouvée par rapport à l'arrêt des chaudières donc de l'usine de Grand-Anse, à savoir transférer les cannes de Marie-Galante à Gardel, est-elle selon vous transitoire ou pérenne? Bon, en ce moment, Marie-Galante, depuis un tout petit, en qu'attendre que l'usine là, ça ni problème. Là encore, la question est mal posée. La question n'est pas de savoir si il faut laisser l'usine, fermer l'usine, etc. La question, et il y en a deux, c'est comment faire en sorte que les ouvriers aient un salaire, qu'ils n'aient pas perdre sous à pain à eux, les ouvriers de l'usine. Et deuxièmement, comment faire en sorte que les planteurs conservent leurs revenus et peut-être même augmentent leurs revenus. Et donc, ces deux questions, il faut les placer en dehors de toute mesquinerie politicienne. Parce que le débat autour de l'usine à Marie-Galante est pourri par la question politicienne. Parce que si c'est un tel qui baille en solution, adversaire politique là, qui dit qu'il veut tuer l'usine. Et Marie-Galante dépôt ou a dit moun, Marie-Galante, qu'un tel veut tuer l'usine, c'est bab. Donc il faut déconnecter cette question de la mesquinerie politicienne. Et aussi d'une autre mesquinerie qui est la mesquinerie capitaliste. Parce que les gens, la société qui loue l'usine, parce que les murs sont la propriété de la communauté marie-galantaise, et qui loue 800 €, depuis 20 ans, ils ont payé 800 €. Il y a plein de défiscalisation, il y a plein de poches à eux. Mais ils n'en ont rien à faire de projet de développement de Marie-Galante. C'est rentabilisé. Donc nous avons ces deux écueils. Sortir de cette mesquinerie politicienne et sortir de cette mesquinerie capitaliste. Et ainsi posé, tout le monde sera rassuré et nous avons été toutes bites incitables là. Donc, placer la question de l'usine au second plan. C'est-à-dire les 5 dernières minutes. Nous sommes donc dans les 5 dernières minutes de cette émission. Ronald Selbonne, nous allons jouer à notre fameux pour ou contre. Chaque fois, vous me répondez pour ou contre, bien évidemment. Alors, Ronald Selbonne, pour ou contre un rassemblement un jour des forces nationalistes pour diriger la Guadeloupe? J'imagine que vous êtes pour. Pour ou contre travailler avec Camille Pelage? Pour ou contre le port du masque en plein air par 32 degrés? Contre. Pour ou contre la présence de Marie Zetzol sur votre liste? Pour ou contre l'intégration des communes de Marie-Galante dans Cap Excellence? Contre. Pour ou contre la vaccination? Pour ou contre le couvre-feu à 19h? Contre. Pour ou contre le confinement de la Guadeloupe? Contre. Pour ou contre l'utilisation des remèdes rasiers? Et pour ou contre, enfin, la vente du foncier à tour de bras à Marie-Galante? Fondamentalement contre. Ronald Selbonne, vous êtes un épicurien, vous vous enrichissez, donc vous vous nourrissez de poésie, de l'histoire de la décolonisation et de la Guadeloupe, de la nature, de jardinage. Mais pourquoi en fait vous vous êtes lancé en politique? Parce que quand on a commencé à discuter avec les camarades en décembre 2019, j'étais comme tous les Guadeloupéens, je ne savais pas trop quoi faire. Depuis 1997, je n'appartiens à aucune organisation politique. Je faisais du journalisme à travers le mot phrasé, j'ai écrit des ouvrages, je faisais, je pense, correctement mon travail de transmission de la culture avec mes élèves. Je les dirigeais vers l'excellence, je les encourageais à être fiers d'être Guadeloupéens. Et nous avons dit qu'il nous fallait prendre nos responsabilités, qu'il nous fallait faire quelque chose. On ne peut pas regarder, nous ne pouvons pas contenter nos cassivoter. En sa bonne génération, moi, c'est la ravenant, nous bien, mais si nous ne pouvons pas contenter nos cassivoter, donc faut nous faire bitin pour payer en nous. Et c'est comme ça, en rentrer dans action là, ça. Et encore une fois, élection là, ça, pour moi, il pas ni plus important, ce qui ont d'autres tâches militantes. Vous aimez bien le football. Quelle est votre équipe préférée en Guadeloupe? Pour moi, pas trapper Babavé et pour moi, qui dit le Slack de Saint-Louis. Le Slack de Saint-Louis. Alors, on jouait football à l'Aigle, qui était en 7 à le Slack, on jouait en Slack, et on jouait aussi football en JSC. Quelle est la dernière fois et quel est le dernier plat que vous avez cuisiné? C'est tant que vous êtes cuisinier. Alors, j'aime pas cuisiner pour une seule personne, mais il y a certains plats que je maîtrise bien. Alors, le dernier plat que j'ai cuisiné, c'est un bouillon poisson. Ronald Selbonne, combien de fois avez-vous menti au cours de cette émission? Aucune. C'est pas le genre de la maison. Ronald Selbonne, donc maquet de l'ANG, était l'invité Michel de C'est-à-dire en ce beau dimanche 25 avril 2021. Bien bonjour, bien merci au libéral et pile, il est de l'après-midi 13h.
C'est l'heure avec Général